Bonjour à toutes et à tous à cet atelier outillant des AIF. Alors voilà, je suis présent avec Christophe Caron qui va assurer cette présentation sur la démarche Archiclass. Et nous ne sommes malheureusement pas avec Claire Dupuis qui a connu quelques soucis techniques de connexion et qui aurait souhaité ouvrir cet atelier pour présenter eh bien les AIF qui cette année se tiennent en ligne, forcément crise sanitaire oblige. Donc malgré ces difficultés qu'on connaît tous, et voici Claire qui a pu nous rejoindre. Donc j'allais commencer l'introduction par les AIF, mais je suis très heureux de pouvoir te laisser la parole. Merci Jérôme, pardon d'arriver en retard. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai une connexion très mauvaise aujourd'hui. Donc, merci. Bienvenue à toutes et à tous aux ateliers de l'Institut français. Je suis Claire, donc responsable du pôle formation et en charge de la programmation des ateliers de l'Institut français tous les ans. Comme vous le savez, compte tenu du contexte, les ateliers ne nous rassembleront pas en présentiel cette année. Et l'Institut français a souhaité vous proposer une programmation adaptée au contexte, en ligne, et une programmation au long cours. Alors, je suis désolée pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu. Je dirais juste quelques mots de présentation et de contextualisation du webinaire d'aujourd'hui. Et je vous présenterai quelques mots de la programmation. Donc, cette programmation, elle poursuit 3 objectifs. Un premier objectif d'information sur des objets en lien avec la programmation de vos établissements et la programmation de l'Institut français. Donc, réunis sous la bannière des ateliers outillants. C'est une programmation qui a débuté il y a une quinzaine de jours et qui va se poursuivre jusqu'au 15 juillet et qui reprendra à partir de la rentrée de septembre jusqu'à la fin de l'automne. Nous aurons on poursuit un deuxième objectif pour cette programmation, un objectif d'échange avec vous sur les évolutions du réseau culturel et quelque part notre réinvention commune. Ce sera donc une séquence d'échange qui est programmée du 20 au 24 juillet. Je vais tâcher de ne pas être trop longue. Donc, les ateliers thématiques sont programmés du 20 au 24 juillet. Nous vous proposerons la programmation à la fin de la semaine ou en tout début de semaine prochaine. Nous aurons également une ouverture officielle de cette séquence le 17 juillet en présence de la direction de l'Institut français et très probablement de nos 2 ministres de tutelle, donc Affaires étrangères et ministère de la Culture. Et enfin, on poursuit un 3e objectif, c'est d'ouvrir une réflexion avec des personnalités françaises, européennes et internationales sur la place de la culture dans le monde de demain et sur le rôle des politiques culturelles. Ça, c'est une séquence intitulée Atelier inspirant et qui se produira à l'automne à des dates encore à définir, mais on vous donnera cette information au plus vite. Vous êtes 664 collègues du réseau culturel inscrits aux ateliers de l'Institut français. On s'en réjouit. On espère que vous serez encore plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre très, très prochainement. Et le webinaire d'aujourd'hui, je vais laisser Jérôme vous présenter le déroulé, l'intervenant du jour, et puis je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous présenter la suite de la programmation de la semaine. Merci et pardon pour le retard. À toi, Jérôme. Pas de souci, on est très content que tu aies finalement pu te connecter. Voilà, que tu sois avec nous. Alors, le webinaire et la présentation d'aujourd'hui, ça va traiter de Archiclass. Alors, Archiclass, c'est une démarche d'aménagement des lieux scolaires qui a été pensée pour l'éducation nationale parce que Christophe Caron, notre intervenant, travaille à la direction du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale, et de la jeunesse. Il pourra mieux se présenter que je viens de le faire. J'ai découvert cette démarche-là au BET, ce grand salon éducatif à Londres, et j'ai été immédiatement séduit par la démarche qui renvoie à beaucoup de choses que vous connaissez, notamment la démarche qualité. Archiclass, c'est une démarche qui met l'utilisateur final au cœur des réflexions et c'est une démarche de co-construction aussi qui intègre l'ensemble de la communauté de l'établissement.
je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui peut tout à fait être adapté aux établissements de notre réseau avec profit et qui, du coup, mènera à des collaborations et je pense à un accompagnement que nous pourrions vous proposer sur comment mettre en place cette démarche. Mais donc, quelle est cette démarche? Eh bien, Christophe va pouvoir vous la présenter. À toi, Christophe. Peut-être juste dernier point, pendant que j'y pense, pour poser des questions à Christophe, posez-les dans le chat. Donc, je vais suivre ce qui se dit dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Il y aura 2 phases de questions. Donc, une phase au milieu de la présentation, où on commencera à poser des premières questions. Et puis après, à la fin de la présentation, également, on pourra continuer sur les questions et les réponses. Voilà, donc c'est dans le chat que ça se passe. À toi, Christophe. Merci Jérôme, merci Claire. Le micro, attends, j'active ton micro, c'est bon, voilà. Donc je disais merci Jérôme, merci Claire. Je remercie également l'Institut français pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous. Donc je suis Christophe Caron, je suis chef de projet espace d'apprentissage et forme scolaire à la DNE, la Direction du numérique pour l'éducation, au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Voilà. Auparavant, j'étais enseignant en primaire, donc maître formateur pendant 20 ans. Voilà. Donc c'est un sujet que j'ai connu et qui a nourri un peu mon travail actuellement. Voilà. Donc je vais vous présenter la démarche Archiclass dans un premier temps et ensuite je vais partager avec vous les remontées que nous avons du terrain, des différents projets que nous suivons ou que nous expérimentons. Donc, voilà, vous devriez voir mon diaporama. Voilà. Donc, je vous présente Archiclass, qui est un projet... Christophe, alors là, on n'a pas le diaporama, on a juste l'écran du webinaire. D'accord. Alors, je vais recommencer. Là. Alors, hop, on recommence. Là, peut-être, je pense que ce sera bon. Oui, parfait. Oui. C'est bon pour vous? C'est bon. Parfait, très bien. Voilà. Donc, je vous présente Archiclass, qui est un projet porté par la Direction du numérique pour l'éducation et qui a été mis à jour en 2016. Voilà, pour rappeler un peu le contexte. En 2016, donc, nous avons pris en main cette question-là et nous avons réfléchi avec des designers, avec des enseignants, avec des chefs d'établissement et nous avons donc proposé une démarche que nous avons construite pendant 2 ans et c'est la raison pour laquelle le site Archiclass a été publié en mai 2018. Donc c'est un projet qui est relativement jeune, qui a 2 ans et je vais vous montrer un petit peu tout le parcours que nous avons engagé depuis ces 2 ans. Mais avant de commencer, je vous propose cette citation d'Einstein qui dit qu'on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Pourquoi cette citation? Parce que vous allez voir que dans la démarche Archiclass, c'est aussi un état d'esprit et c'est surtout le fait de ne pas être seul face à un problème, mais de multiplier les intelligences collectives pour pouvoir le résoudre. Alors, pour commencer cette présentation, je vous propose 4 petites illustrations, 4 photographies d'établissements qui existent en France et qui, à l'extérieur de ces établissements, montrent une figure assez moderne, voire futuriste parfois. Par contre, je ne dis pas que c'est aujourd'hui, c'est en 1960, il est parfois regrettable de voir toujours que la disposition qui a été mise en place au XXe siècle se retrouve régulièrement encore dans nos établissements, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Voilà. C'est vrai que la forme scolaire peut évoluer, elle a évolué bien entendu, mais que de façon un petit peu majoritaire, nous retrouvons toujours une disposition qui est clairement magistrale, tournée vers la transmission. Et c'est d'autant plus vrai
que quand on recherche sur Internet une image de l'école du futur, on retrouve très souvent en première proposition des illustrations qui montrent des élèves toujours en classe dite autobus, c'est-à-dire en rangée, avec un écran bien entendu pour faire moderne et l'enseignant qui est devant eux en train de montrer ou de démontrer quelque chose. Alors, Archiclass se veut aussi un panorama d'impulsion pour essayer de réfléchir un petit peu à cette image de l'école du futur et surtout de remettre au centre des projets de la collectivité, puisque au départ, en France, ce projet a été mis en place pour les collectivités, mais il peut tout à fait s'intégrer à d'autres organisations. Donc cette organisation tente à montrer que il faut réfléchir à la pédagogie pour essayer de faire évoluer les pratiques pédagogiques et de remettre au centre les pratiques collaboratives avec les élèves moteurs de leurs apprentissages. On remarque également que même s'il n'y a pas beaucoup d'études, celle de Salford, qui est de 2015, montre qu'un environnement physique stimulant et bien conçu peut augmenter jusqu'à 16% les progrès académiques d'un élève en une seule année. Alors, on remarque bien que 16%, ce n'est pas anodin et que donc l'environnement physique a un véritable impact sur les progrès académiques des élèves. Alors, tout à l'heure, je parlais d'Archiclass et le fait de remettre la pédagogie au centre du projet. Tout d'abord, je vous présente un petit peu l'organisation qui a lieu en France. Vous savez que depuis les lois de 1980 de décentralisation, ce sont les collectivités locales qui ont les compétences de construction, de rénovation, d'aménagement scolaire. À cela, à l'intérieur des bâtiments, on retrouve les acteurs de l'école. Alors quand on parle d'acteurs de l'école, nous avons les enseignants, les chefs d'établissement, les élèves, les personnels qui entrent dans l'établissement, vous avez les partenaires de l'école, et tout cela fait que il y a une communauté éducative qui vit à l'intérieur de l'établissement. Et le troisième acteur, ce sont les équipes techniques, ceux qui font les travaux et qui répondent à la fois aux besoins des acteurs de l'école et surtout aux directives des collectivités territoriales. Il est essentiel, et vous allez voir que dans la démarche, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, que ces trois acteurs travaillent ensemble. Alors bien entendu, on peut, dans votre cas, remplacer la collectivité locale par le chef d'établissement, mais il est essentiel qu'il y ait un dialogue, et je dirais même plus, une concertation pour que les besoins des enseignants, les pratiques pédagogiques se retrouvent au centre du projet, de la définition du projet de construction, de rénovation. On ne peut pas concevoir des espaces pédagogiques si au préalable on n'a pas mené une réflexion aboutie sur justement la pédagogie. Quelle pédagogie veut-on mettre au centre de ce nouvel établissement ou de cette rénovation? Ça, c'est essentiel. C'est essentiel également que ce dialogue se mette en place pour que chacun des partenaires, des acteurs se parle, échange, pour que les besoins pédagogiques soient connus, soit du chef d'établissement de la collectivité, et que les ambitions pédagogiques de la collectivité ou du chef d'établissement soient également partagées aux acteurs de l'école et à l'équipe technique. Tout cela doit faire en sorte que le projet, la définition du projet qui est mené, soit porté par tous et non pas subi. C'est essentiel. Cet état d'esprit, nous l'avons adopté dès le départ dans la comitologie et le pilotage du projet au niveau national. Nous avons mis en place un comité de pilotage dans lequel nous avons rassemblé une diversité de publics. Alors bien entendu, il y a les enseignants au travers du ministère de l'Éducation nationale, et nous avons également invité les associations de collectivités territoriales. Nous avons également invité les associations de parents d'élèves, les associations qui représentent les élèves, c'est-à-dire en France le Conseil national de la vie lycéenne. Nous avons également, et c'est très important aussi de le faire,
c'est de rassembler des acteurs praticiens comme les architectes avec l'Ordre national des architectes et la Fédération nationale des CAUE, les conseils en architecture, urbanisme et environnement. Tout cela fait que ce projet que je vous présente aujourd'hui n'est pas seulement un projet piloté par le ministère de l'Éducation nationale, c'est un projet copiloté par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises le sont de façon collégiale. Voilà, comme nous voudrions que soient menés les projets sur le terrain. Alors, parlons justement de ce projet. La temporalité est vraiment un élément très important. Là, je vous ai mis ici les trois premières étapes d'un programme de construction. Vous savez que quand il y a un programme de construction, il y a le temps du programmiste qui essaie de voir un petit peu quelles étapes vont avoir lieu, etc. Et ensuite, vous avez le temps de l'architecte. Il est indispensable qu'il y ait un nouveau temps qui se positionne en amont de ces deux premiers temps, qui soit un temps de concertation, de codéfinition du projet. Et c'est donc sur ce temps-là que va se dérouler la démarche Archiclass. On estime que selon la taille du projet, un temps nécessaire entre 3 et 9 mois soit réalisable, selon la taille du projet bien entendu. Et il faut que pendant ce temps, de 3 à 9 mois, il y ait un vrai travail de concertation entre le donneur d'ordre et les acteurs de l'école. Voilà. Et c'est à ce moment-là que va se dérouler la démarche Archiclass. Alors, cette démarche, elle se définit en 3 phases. Étant donné que ce dispositif est porté par la direction du numérique pour l'éducation, vous allez voir qu'il y a quand même un ancrage numérique des projets qui est affirmé. Cependant, vous allez voir que dans toute la démarche, il n'y a pas que le numérique qui est pensé. Voilà. Mais on estime que le numérique, même s'il n'invente rien dans la pédagogie, amplifie les pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que si vous faites du magistral avec vos élèves, le numérique va simplement amplifier les pratiques magistrales. Si vous êtes déjà dans des pratiques collaboratives et de classe flexible, par exemple, vous allez voir que le numérique va vous aider à aller plus loin dans ces types de pratiques. Voilà. 3 phases, je le disais. La première phase, on demande au donneur d'ordre de définir son ambition de rénovation, de construction. C'est-à-dire dans quel environnement numérique, ici, il va poser ce projet-là. Donc avec un certain nombre de fiches de cadrage, d'activateurs, on va aider le donneur d'ordre à se positionner et surtout à rendre visible cette ambition aux acteurs de l'école. Donc, comme vous le voyez en bas de la phase 1, vous avez un certain nombre de boîtes à outils, une boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre de documents qui vous permettent de mettre en place ce travail de cadrage. Ensuite, vous avez la phase 2. La phase 2, c'est la phase centrale de la démarche Archiclass. Et c'est là que tout le travail de co-construction, de co-définition va se mettre en place. Il s'agit ici, au final, de définir les espaces scolaires par rapport aux besoins pédagogiques et de construire ensemble une cartographie des possibles. Alors, vous allez avoir un certain nombre de documents qui vont vous aider. Vous allez avoir pléthore de documents. On va parler ici surtout ensemble des fiches espace, de l'outil Archilab et des fiches pratiques, des 2 fiches pratiques. L'essentiel ici, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous allez avoir des temps de concertation, des temps de travail entre acteurs de l'école pour bien réfléchir à un projet pédagogique et surtout ensuite des allers-retours entre les acteurs de l'école et le donneur d'ordre pour essayer de se comprendre, pour essayer de mettre à jour les besoins pédagogiques et pour progressivement, ensemble, avec des contraintes, mais aussi avec des envies, vous allez vous projeter vers des espaces, vers une conception d'espace. Et enfin, en phase 3, vous allez retrouver une proposition de pré-cahier des charges illustré. C'est là qu'on met à jour un petit peu, on met au propre
toute la réflexion et qu'on va pouvoir disposer à la fin de cette phase d'un document rassemblant de façon synthétique toute la réflexion pédagogique et la projection sur les espaces. À partir de ce document, le donneur d'ordre va pouvoir alimenter son projet et pouvoir débuter le travail du programmiste, puis celui de l'architecte. On voit qu'à travers ces 3 phases, il y a de vrais échanges qui doivent avoir lieu entre les différents acteurs et que cette phase-là, elle est essentielle parce qu'elle vient nourrir le projet de la collectivité ou de d'ordre, au travers des pratiques pédagogiques. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que Archiclass, son ambition première, c'est de remettre au centre du projet, au cœur du projet de la collectivité, les pratiques pédagogiques. Voilà. Et donc, comme on va construire un établissement, on va le rénover pour plusieurs dizaines d'années, il est essentiel non pas d'avoir une réflexion pédagogique sur ce qu'on fait actuellement, mais vers où on veut aller. Voilà. Donc, on va venir nourrir à travers des témoignages, à travers des fiches conseils, un certain nombre de pratiques pédagogiques qu'on va vous donner à voir. Justement, à partir de cette démarche en 3 phases, vous allez retrouver un certain nombre d'outils, j'en ai déjà parlé. Vous allez avoir des outils d'évaluation, des outils d'état des lieux, c'est-à-dire on va déjà faire en sorte que tout le monde partage un langage commun. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer le numérique à l'école? De quoi parle-t-on? De quel outil parle-t-on? Au travers des fiches espaces, on va essayer de réfléchir ensemble à une typologie d'espace que je vais vous présenter après et dans lesquels on va retrouver une grande majorité des pratiques pédagogiques qu'on peut mettre en place dans sa classe. Ensuite, des éléments réglementaires, ne pas oublier, et des activateurs. Alors, activateurs, ça veut dire aussi, on n'est pas forcément tous formés pour animer un groupe, pour parler forme scolaire. Et donc ici, on donne accès à un certain nombre de fiches pratiques qui permettent de bien comprendre ce qu'est une concertation sur les espaces. J'en profite ici pour vous dire que cette démarche-là, elle est ouverte à tout le monde. Vous allez retrouver l'ensemble des documents sur un site internet que je vais vous présenter, mais que il est aussi essentiel, et comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, vous allez peut-être en avoir la possibilité, il est essentiel de se faire accompagner pour mettre en place cette démarche avec ces outils. Il y a un nouveau métier qui émerge depuis quelques années, qui est l'accompagnant en maîtrise d'usage. Maîtrise d'usage, c'est bien ce que font les usagers dans un lieu, dans un local. Et donc, il est essentiel que ces usagers soient entendus, que leurs paroles soient prises en compte et que cet accompagnant en maîtrise d'usage fasse en sorte que de façon synthétique, ces éléments-là soient mis à la connaissance de la collectivité, du chef d'établissement, du donneur d'ordre. Voilà, ça c'est essentiel, on pourra en parler après. Donc je parlais du site internet, donc de la plateforme ressources. Le site internet dont l'URL est www.archiclass.education.fr. C'est un site qui est, comme je disais tout à l'heure, ouvert à tout le monde, sans aucune inscription. Que l'on soit simplement enseignant, chef d'établissement, encadrant, collectivité, parents d'élèves, on peut avoir accès à tous les éléments de la réflexion. Voilà. Sur ce site internet, vous allez retrouver un certain nombre de ressources et de catégories. Vous allez avoir déjà des témoignages, je vais en parler tout à l'heure. Vous allez avoir une rubrique formation. Dans cette rubrique formation, on a fait le choix pour le moment de donner accès à l'ensemble des propositions de formation qui ont lieu sur le territoire francophone. C'est-à-dire qu'on vous donne les informations si jamais une collectivité propose une formation, si l'éducation nationale met également à disposition des outils de formation, on vous donne à voir ces liens pour vous inscrire et si possible, on propose également des comptes rendus de ces formations. Voilà, le but, c'est d'échanger ici en termes d'information sur la formation.
vous allez avoir également une rubrique échange. Dans cette rubrique échange, vous allez retrouver une carte du monde sur laquelle nous positionnons tous les témoignages qui nous remontent. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte où on peut géolocaliser les établissements, les écoles qui ont déjà eu et mené une réflexion sur leurs espaces. Il ne s'agit pas de géolocaliser des propositions futures d'aménagement, mais d'être bien là sur des espaces qui ont été élaborés. Voilà. Vous allez retrouver, je vais en parler ensuite, 2 collections de fiches. La collection Comment faire et la collection Mobilier. Je ne m'attarde pas, je vais en parler ensuite. Et enfin, vous avez également une rubrique Recherche dans laquelle vous allez pouvoir trouver des éléments de la recherche, des documents de référence, par exemple sur la qualité de l'air, sur l'influence de la couleur, sur les éléments de recherche et d'études. Voilà. Derrière cette rubrique recherche, il y a un groupe de travail avec différents laboratoires, différents chercheurs, des enseignants-chercheurs également, qui se réunissent régulièrement et qui vous proposeront au fil des mois des documents élaborés. Là, je sais qu'à la rentrée de septembre, il y aura par exemple une bibliographie exhaustive sur la thématique au niveau francophone. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais des lieux emblématiques. Dans les outils Archiclass, nous avons élaboré une collection de lieux, il y en a 6, qui nous semblent indispensables pour pouvoir retrouver et mettre en place l'ensemble des situations pédagogiques dans une classe. Donc, je vais vous les présenter. Alors, nous ne les avons pas inventés, nous les avons francisés, et puisqu'ils viennent de différents chercheurs européens, dont Rosanne Bosch, mais pas seulement. Voilà. Donc, ce sont des espaces que nous avons adaptés au contexte francophone. Alors, nous allons les voir ensemble. Tout d'abord, il y a le feu de camp. Le feu de camp, c'est un lieu d'apprentissage en petits groupes, où on a besoin de se rassembler à 5, à 6, à 10, pour pouvoir discuter d'un projet, pour pouvoir produire ensemble. Voilà, c'est le feu de camp. Vous avez également la grotte. La grotte, c'est un lieu de concertation et de pratique individuelle. C'est un endroit où on a besoin de s'isoler, soit pour se concentrer, se reconcentrer, se décentrer, ou pour pouvoir produire seul avec le numérique, avec une tablette par exemple. Voilà, on a besoin de lire, on a besoin d'être seul pour réfléchir. L'oasis, c'est un lieu de rencontre occasionnelle et d'impulsion. C'est un peu, je dirais, pour les enseignants, la table haute ou la machine à café. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on parle rapidement d'un projet, on brainstorm quelques instants et ensuite on retourne à son projet pour travailler avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes de travail. Les 3 autres, vous avez le labo, c'est un espace d'expérimentation et de travaux pratiques. C'est l'endroit où on a besoin de construire, de fabriquer, de manipuler. Ça peut être un endroit avec du matériel numérique, comme un Fab Lab, mais ça peut être aussi un atelier, simplement, où on a besoin de travailler debout, sur de grandes tables. On a besoin de peindre, par exemple. Voilà, c'est un endroit où on fabrique quelque chose. Les sources, c'est un centre de ressources et de connaissances. Ça peut être tout à fait le CDI, ça peut être le 3C, mais ça peut être aussi un endroit dans l'établissement, dans la classe. Ça peut être un endroit physique, ça peut être une étagère, par exemple. Ça peut être aussi un endroit virtuel. Ça peut être un mur de la classe avec un certain nombre de QR codes qui renvoient vers des productions d'élèves. Voilà. Et puis, vous avez la scène. C'est un endroit où on vient présenter un groupe. Ça peut être un amphithéâtre. Ça peut être aussi une petite estrade dans la classe. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument ces 6 espaces-là au sein d'une classe. Mais ça, c'est le projet qui le dira. Chaque projet est différent. Mais il est bon de réfléchir soit à l'échelle de la classe, soit en le couplant à l'échelle de l'école ou de l'établissement. Si on a besoin d'un seul labo, de plusieurs labos de tailles différentes, de plusieurs sources, d'une seule grotte, de plusieurs, d'un feu de camp, de plusieurs. Voilà. Mais sachez que on considère que ces 6 espaces-là vous permettraient de mettre en place des situations pratiques
collaboratives et qui permettent de travailler ensemble différemment, mais de travailler également les compétences du XXIe siècle. Donc, vous allez voir dans la alors vous avez un certain nombre de documents, hein, comme je l'ai dit dans la boîte à outils. Vous avez la typologie d'espace pédagogique, donc vous retrouvez l'ensemble de ces 6 lieux emblématiques que nous avons ensuite déclinés dans un certain nombre de possibles. Vous voyez ici que, par exemple, la grotte, ça peut être un espace isolé, ça peut être un espace documentaire, de travail personnel, etc. Vous allez avoir une déclinaison ensuite de ces 6 grandes catégories. Et puis, vous allez également avoir des propositions d'aménagement numérique ou de mobilier. Par exemple, ici, le labo, vous voyez qu'on vous a mis une petite infographie qui présente une organisation parmi d'autres, hein, qui sont possibles. Et à chaque fois, nous relions cet espace à une activité pédagogique. Ça, c'est essentiel. Avec une typologie d'espace, de prééquipement, de matériel numérique et de mobilier. Ce ne sont ici que des possibles. Il n'y a pas de directive, hein. Chacun fait ensuite selon son projet. Tout à l'heure, je parlais des témoignages. Il y a maintenant sur le site internet plus de 70 témoignages de projets conçus dans le cadre de la démarche Archiclass ou qui respectent ces principes. Alors, dans ces témoignages, vous n'allez pas voir uniquement le produit fini, la salle conçue. Ce qui nous intéresse ici, c'est de vous aider à nourrir votre projet et c'est la raison pour laquelle nous demandons à chaque témoin de venir apporter des éléments concrets, pratico-pratiques. Pourquoi ce projet? À quel moment? Avec quels acteurs? Pour faire quoi? Quels problèmes se sont posés? Quelles solutions ont été trouvées? Quel financement a été apporté? Ça nous semble plus important que simplement décrire, même s'il y a une description du lieu, mais de simplement décrire l'espace dans sa mobilité. Voilà. Donc, si vous avez vous-même réfléchi ou conçu des espaces, vous pouvez tout à fait illustrer et valoriser ces projets sur le site internet Archiclass. Donc, il y a un bouton contact sur le site, vous envoyez votre demande de valorisation. Maintenant, je vais vous parler d'un autre outil que nous avons développé l'année dernière, qui s'appelle Archilab. Alors, pourquoi avoir développé un outil qui ressemble, comme vous le voyez, à un jeu de plateau? Au départ, dans la boîte à outils, nous avions une fiche espace qui était sous la forme d'une feuille de papier, d'un plan, qu'il fallait compléter pour essayer d'organiser l'espace de sa classe, son aménagement spatial. Mais en étant sur le terrain, en voyant comment travaillent les designers, on s'est aperçu rapidement qu'une manipulation était essentielle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne l'avait pas fait de façon informatique ou numérique? Quand on est à 6 ou 7 autour de la table, manipuler un environnement numérique est très, très difficile. Et ça nous semble important d'avoir cette manipulation concrète et physique pour pouvoir vraiment travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi donc cette forme de boîte de jeu avec un certain nombre d'éléments qui permettent d'entrer dans des phases de travail. Alors, je vais vous décrire un petit peu l'outil Archilab que Jérôme a déjà rencontré. Tout d'abord, vous avez une première phase où vous allez partir soit sur 2 directions. Soit vous partez sur un plan de masse de votre établissement, vous travaillez à l'échelle de l'établissement, soit vous travaillez à l'échelle de la classe ou du plateau. Et vous allez, ici, vous allez disposer les lieux emblématiques que je vous ai présentés, la grotte, le feu de camp, l'oasis, etc. Le but ici, c'est déjà de partir d'un niveau macro et de se dire, mais est-ce que j'ai besoin, à l'échelle de ma classe ou de l'établissement, d'un labo, j'ai besoin d'un feu de camp pour que les élèves travaillent en mode collaboratif, etc. Donc, déjà, cette phase-là, d'une durée environ de 2 heures, permet vraiment, quand on est entre enseignant et avec le chef d'établissement, de parler pédagogie. Le but ici, c'est vraiment de partir des usages pédagogiques. C'est pour ça qu'on va parler pédagogie
et non pas encore de modalisation d'espace. Ensuite, on va venir disposer des petits fanions que vous voyez là, des fanions blancs ou des fanions noirs, qui viennent présenter soit des lieux, soit des verbes de compétences. Par exemple, lire, écrire, produire, tutorer, réfléchir, etc. Avec des fanions qui viennent présenter, par exemple, la bibliothèque, le point d'eau, etc. Là, on vient déjà qualifier le lieu emblématique avec les besoins concrets en termes de pratique. À partir de là, quand on a déjà qualifié ces espaces, on va pouvoir, avec les petites pièces de bois, essayer de modaliser un espace. On n'est pas sur le choix du mobilier, ça c'est vraiment l'étape finale. On est sur une conception de l'espace pédagogique, c'est-à-dire que dans ce feu de camp où j'ai besoin de produire et d'écrire, je vais avoir un certain nombre de tables avec une disposition de petits tabourets, par exemple, ou là, ici, dans cet espace ressources, je voudrais un gradin. Voilà. Donc, on n'est pas dans le choix vraiment du siège, ni du plan de travail, on est sur une première conception d'espace. À partir de là, dans cette étape-là, soit la collectivité ou le chef d'établissement va venir, avec des cartes contraintes, va venir questionner la première étape de cette conception. Par exemple, il va venir vous interroger sur les questions d'accessibilité. Il va venir vous interroger sur le réseau numérique que vous avez, l'infrastructure, ou sur la flexibilité des espaces. Voilà. Et le but ici, c'est de voir combien de configurations vous allez pouvoir mener au travers d'un même espace. Essayez de voir si on peut intégrer à ce projet une dimension de mobilité des espaces. Voilà. Donc on va venir manipuler dans la phase 2 les différents jetons, les différents petits morceaux de bois pour voir un petit peu si on peut avoir plusieurs configurations possibles. Et ensuite, après, avec des petits jetons, on va venir qualifier très précisément les besoins. Ça peut être les besoins d'imprimante, les besoins en luminosité, les besoins en bien-être, les besoins en végétal. Voilà, tous les petits besoins, vous allez avoir une cinquantaine de propositions qui vont venir qualifier précisément votre projet. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que après chaque phase, vous avez 3 phases d'environ 2 heures chacune, vous avez un document synthétique qui vient résumer l'état de la réflexion, avec un certain nombre de textes à décrire, des photographies à prendre, pour que progressivement on documente cette recherche. C'est un peu une recherche-action quelque part qu'on vient documenter. Et donc à la fin de ces 3 phases, on a un document synthétique avec des photographies, avec l'intention pédagogique, avec une clarification sur les enjeux, une clarification des besoins et surtout comment la collectivité ou le chef d'établissement a compris le projet. Voilà. Et donc vous allez voir qu'au travers de ces 3 phases, il y a une vraie co-construction qui se met en place. Et surtout, un des atouts majeurs de cet outil-là, c'est le fait que au travers de ces phases-là, on est obligé d'échanger, on est obligé de travailler ensemble, on est obligé de se questionner, de voir quels sont les problèmes, quelles sont les envies, etc. Et surtout, on fait en sorte que l'ensemble des acteurs ici soient au cœur du projet et que la pédagogie elle-même façonne l'espace progressivement. Donc, on part vraiment des enjeux pédagogiques, des pratiques, et progressivement, on vient construire l'espace qui répond à ces pratiques pédagogiques. Alors, Archilab a été distribué sur le territoire national à l'ensemble des académies, dans les ateliers Canopée également. On a aussi prévu de donner accès aux fichiers de fabrication pour autoproduire l'outil. C'est-à-dire que sur le site Archiclass, dans la rubrique Archilab, vous allez avoir les fichiers numériques pour produire l'outil dans un Fab Lab, dans un tiers-lieu. Voilà. Et donc, on s'est associé avec Tiers-lieu Edu, qui est une association d'enseignants
mais pas que, et qui propose une carte dynamique en France où il y a un certain nombre de laboratoires, de Fab Labs, qui permettent de créer cet outil. Vous aurez également la possibilité de commander cette boîte, hein, si ça vous intéresse, mais il faudra passer par Jérôme. Je pense qu'il pourra vous en parler. Voilà. Ça, c'était pour Archilab. Vous avez, j'en parlais tout à l'heure, des collections de fiches. Il y a 3 collections de fiches, 2 qui sont publiées et une qui est en cours d'élaboration. Vous avez d'abord la collection des comment faire. Alors, on a voulu cette collection pour pouvoir présenter des moyens frugaux, avec des moyens frugaux, une évolution rapide d'un espace. C'est-à-dire que cette fiche-là va vous donner des pistes, des trucs et astuces, des expérimentations qui ont lieu et qui donnent à voir, par exemple, comment un lycée, sur fonds propres, a pu créer une grotte. Voilà. On n'est pas sur un catalogue ici de propositions commerciales, mais on est sur comment des enseignants ont fait. Voilà. Donc vous avez 6 fiches pour l'instant, une fiche généraliste, réfléchir au lieu, penser la classe. Ensuite, comment faire un feu de camp, comment faire une grotte, comment utiliser et comment mettre en place des surfaces d'inscription, comment faire en sorte que l'école avec une majuscule soit toujours opérationnelle lors des moments de grande chaleur, donc on l'a appelé le confort d'été à l'école. Et puis une fiche qui va sortir la semaine prochaine, qui va s'appeler couleur dans l'espace, voir un peu comment intégrer de la couleur dans ces espaces classes, dans ces couloirs, dans le réfectoire, et quelle couleur choisir et pourquoi faire, quelle incidence peuvent avoir ces couleurs sur à la fois les apprentissages, mais également le bien-être des élèves et des enseignants. Voilà. Ces fiches sont disponibles au téléchargement sur le site Archiclass à la rubrique Comment faire. Vous avez une deuxième collection de fiches pratiques qui s'appelle le mobilier. Et donc pour mettre en place ces fiches pratiques, on a mis en place un groupe de travail avec un grand nombre de fabricants et de distributeurs de mobilier au niveau national, avec des collectivités et des chefs d'établissement. Et régulièrement, tous les mois, on vous propose un numéro sur un répertoire qui va composer au final un répertoire des typologies de mobilier. Mais à chaque fois, dans ces répertoires-là, on associe les atouts et les limites des types de mobilier qu'on essaie de catégoriser. Par exemple, les assises, il y a les assises dynamiques, les assises flexibles, les assises gain de place, etc. Donc on donne à voir l'ensemble de ce qui existe, qui permet d'avoir un panorama de l'existant, et puis surtout, on le met au regard des pratiques pédagogiques. Donc on a également 6 numéros, sur les assises, un numéro sur les surfaces d'affichage et d'écriture, sur comment concevoir un studio média web TV, quel matériel, dans quel endroit. Un numéro sur les plans de travail, également sur le confort d'été, parce qu'il y a un certain nombre de mobiliers qui existent. Et puis une dernière fiche qui est sortie cette semaine sur le rangement, parce que c'est très important de penser désencombrement quand on veut aménager son espace. Donc ces fiches sont également disponibles sur le site Archiclass à la rubrique Le mobilier. Une troisième collection va bientôt apparaître à la rentrée, elle va s'appeler la collection Quid, et elle va mettre en regard des pratiques pédagogiques avec des espaces. Par exemple, le premier numéro sera consacré à la classe mutuelle. Donc on verra sur le recto les enjeux pédagogiques de la classe mutuelle et au verso sa traduction en espace, c'est-à-dire comment faire pour mener dans un espace précis une classe mutuelle. Voilà. Donc on fera la même chose sur différentes thématiques et cette collection donc elle sera publiée à partir de septembre prochain. Enfin, donc en guise de conclusion sur cette présentation et avant de prendre vos premières questions, l'apport de la démarche Archiclass pour un établissement,
Elle est en 3 volets en termes de processus. On est sur une démarche structurée pour conduire des phases de concertation et un accompagnement de la réflexion des usagers sur leurs ambitions et sur leurs espaces. On a un apport en termes d'inspiration. Il y a avec la bibliothèque des témoignages, vous avez des fiches pratiques et vous avez la veille sur la recherche. Et enfin, un apport en termes d'outils. Vous avez un certain nombre de diagnostics sur le numérique, sur les espaces existants, et vous avez surtout la démarche Archilab. Une dernière chose que je n'ai pas dite encore, nous sommes en train de travailler un kit d'idéation qui sera également disponible en téléchargement sur le site internet et qui sera également distribué sur la forme de boîte. Donc un kit d'idéation pour permettre à l'ensemble des acteurs et surtout à ceux qui sont les plus novices de venir réfléchir et de se dire moi aussi je veux réfléchir à la forme scolaire même si je n'y connais pas grand chose. Voilà. Cet outil-là va permettre rapidement de parler un langage commun et de se dire voilà, vous faites telle pratique pédagogique, nous on vous montre un petit peu tout ce qui existe et qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà. Donc cet outil, il est en cours d'élaboration et sera disponible sur la fin d'année 2020. Voilà. Donc, avant de parler un petit peu des remontées et en termes de thématiques sur les espaces, je vais prendre, s'il y en a, un certain nombre de questions que vous pouvez avoir. Donc, je vais finir peut-être de partager mon écran. Voilà. On ne t'entend pas, Jérôme. Merci beaucoup pour cette première partie de présentation. Alors, je crois que tu as été victime de ta clarté et il n'y a pas beaucoup de questions ou de demandes de précision supplémentaires. Alors, il y en a une qui vient d'être posée sur serait-il possible de partager avec nous le nom de la société de design de service ou d'expérience utilisateur qui a co-construit Archiclass. Alors, tu as travaillé avec plusieurs experts. J'ai travaillé avec plusieurs sociétés. Tout d'abord, on a travaillé avec la Cité du Design pour concevoir un petit peu le contenu de la démarche. Voilà. Ensuite, nous avons travaillé avec la société Gulliver pour à la fois le contenu, mais également l'élaboration de l'outil Archilab et du prochain kit d'idéation. Et pour la conception également du site internet, on voulait un site vraiment lisible et à la portée de tous. Et puis nous avons travaillé également avec la société Copilot Partners sur justement la réflexion autour de l'appréhension de la démarche pour un chef d'établissement, pour une collectivité territoriale. Et je serai complet en disant que nous avons travaillé également avec l'agence C'est Cohérent pour la mise en pratique de la démarche dans un certain nombre d'académies. Voilà. Et aussi, tu travailles avec des experts pédagogiques. Voilà, comme tu le disais, c'est une approche de co-construction. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent alimenter à la fois les fiches pratiques. Les fiches pratiques sont surtout la collection Comment faire et réalisée et produite par une enseignante d'art plastique et qui a formalisé également un groupe de travail avec d'autres enseignants. Et à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est également de travailler avec des gens qui sont plus près des besoins et du terrain, des chefs d'établissement, des collectivités locales également pour nous. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment de travailler avec des visions différentes, mais pour un travail commun. On l'a bien senti et avec toujours la pédagogie qui est au centre des réflexions. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ces fiches comment faire et ces fiches mobilier sont vraiment extrêmement bien faites. C'est une grande source d'inspiration, très synthétique, très rapide à lire, mais ça donne beaucoup d'idées, ça fait avancer déjà la réflexion qu'on peut avoir individuellement. Donc,
Ça, je vous engage à y aller, surtout que on parlait un petit peu dans le chat de l'école du futur et il y avait c'est d'avoir les moyens financiers de la mettre en œuvre. Alors certes, ce serait l'idéal. On sait que dans le réseau, c'est pas toujours la réalité, mais comme tu le disais sur ces fiches comment faire, il y a quand même beaucoup d'idées avec des moyens frugaux, pour reprendre tes termes, beaucoup d'idées de choses qui sont possibles et qui peuvent vraiment transformer les espaces. Ce qu'on essaie de mettre en place également avec les fiches comment faire, c'est qu'en parallèle de la fiche, il y a un article de fond qui est produit. C'est-à-dire que la fiche est vraiment synthétique et pour aller plus loin, pour vraiment comprendre la thématique, il y a un article de plusieurs pages qui donne vraiment des éléments de recherche, de théorie qui viennent consolider cette fiche. Une autre question là qui vient d'arriver, c'est avez-vous travaillé avec des centres éducatifs pour adultes ? Pas encore, effectivement, non, pas encore. Non. Mais je pense que la méthode pourrait tout à fait être adaptée hein, à ce cas particulier. Hein. Il s'agit simplement de mettre, et ça c'est vraiment essentiel pour moi, c'est que tous les usagers, qu'ils soient élèves, adultes, parents, animateurs, voilà, travaillent ensemble. C'est-à-dire que je demande à chaque fois, par exemple, quand une collectivité ou un chef d'établissement a un projet de rénovation d'une salle dans son établissement, que les personnels ATOS, c'est-à-dire les personnels de la collectivité qui viennent nettoyer les locaux, soient présents. Parce que c'est essentiel également de prendre leur avis, leur opinion, parce que eux aussi travaillent dans cet établissement et que quand on réfléchit à un espace, il faut aussi réfléchir aux conditions qui font que chacun des acteurs y retrouve sa place. C'est-à-dire pour nettoyer, il faut savoir ranger, il faut remettre à la place, à la bonne place, et que tout ça, ça se construit. Si vous allez contre ces personnels-là en disant bon, leur avis n'est pas important et on va concevoir un espace qui est très innovant avec des choses qui permettent pas un nettoyage, vous allez voir que rapidement cet espace-là sera nettoyé différemment, mais vous allez avoir des contraintes, voilà, des tensions qui vont apparaître. Et le but, c'est vraiment de parler ensemble de l'établissement en lui-même. Alors, il y a une question sur les médiathèques. Donc, est-ce que vous avez travaillé avec des médiathèques d'Institut français à l'étranger ? Je pense que non. Mais par contre, il y a un travail qui se fait autour des CDI, des BCD, donc des centres de documentation dans les collèges. Tout à fait. Il y a une vraie thématique qui se dégage chez les CDI et les 3C. Souvent, on voit que c'est un des espaces qui change le plus rapidement et qui permet justement à un établissement de tester des aménagements d'espace autour du professeur documentaliste. On voit que la mobilité, la flexibilité des espaces est une thématique qui est au cœur du travail du professeur documentaliste et que ces espaces-là, mobilité, ces espaces de CDI 3C sont vraiment quelque part des laboratoires expérimentaux qui permettent ensuite qu'on peut ensuite décliner sur les autres espaces de l'établissement. Juste après donc il y a aussi, il parle de partager éventuellement une expérience et je pense que tu serais heureux de pouvoir faire remonter des expériences de réaménagement sur Archiclass, des expériences du réseau et qu'il y a de belles choses qui se passent dans le réseau. Tu parlais en fait sur des collectivités locales. C'est vrai que dans le réseau des alliances et des instituts français, on va soit parler du conseil d'administration ou de l'agent comptable de l'institut français, mais il y aura également ce dialogue-là qui se fera autrement. Et c'est pour ça qu'en introduction, je parlais que c'était une démarche qui est très intéressante et à mon sens tout à fait adaptable. Mais cette discussion en commun qu'on a, je pense que quel que soit l'établissement dans lequel on opère, on va avoir besoin de cette discussion et tenir compte de la vie de tous. D'autant plus que là, dans l'audience, donc on a des collègues médiathécaires, on a aussi des collègues qui sont COCAC, donc conseillers culturels ou attachés de coopération éducative. Dans ces fonctions-là, souvent, on va suivre les établissements du réseau français à l'étranger,
qui sont dans des démarches aussi de rénovation, avec également des particularités, vu que c'est un travail avec l'association des parents d'élèves qui gère l'établissement. Mais on va retrouver ça. Et tu disais l'importance de travailler avec le personnel ado. C'est vrai que dans un poste, j'ai vu ça. Il y avait les plans qui avaient été définis et puis le personnel qui allait faire le nettoyage s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas accès à des robinets au premier ou au deuxième étage et que c'était essentiel pour pouvoir bien nettoyer de le faire. Donc vraiment, de manière très pratique, oui, faire intervenir tout le monde, tous les types de personnel dans ces discussions et ça ne peut être que bénéfique. Ce qu'on remarque également, pour aller dans le même sens, c'est que dans certains projets, les salles des professeurs deviennent des salles des personnels, avec un certain nombre de salles annexes qui permettent soit de travailler, soit de se détendre, ou de recevoir du public. Et pourquoi salle des personnels? Parce que justement, quand on conçoit des espaces ensemble, ça permet ensuite de travailler ensemble, de poursuivre cette collaboration. Et c'est vrai, pourquoi avoir une salle des professeurs et une salle des personnels? C'est différencier un petit peu les personnels, alors que certains projets peuvent se travailler ensemble. Alors, on va te laisser poursuivre la présentation et on te retrouve après pour d'autres questions. Tout à fait. Alors, juste une chose, tout à l'heure, j'ai mentionné la société Gulliver. Pour être bien complet, c'est la société Gulliver Julien de Souza. Voilà, comme ça, je n'ai pas écorché le nom de la société. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? On ne voit... non, on nous voit, là, c'est l'écran de présentation, c'est pas ta présentation. C'est l'écran du webinaire qu'on voit. D'accord. Alors, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Non, toujours pas. C'est bon pour vous? Alors. Non, toujours pas. Toujours pas? Ah, bon. Alors, je vais faire comme ça maintenant. Ouais, super, parfait. Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, je retourne à la page. Voilà. Alors, donc maintenant, on va voir, je vais vous présenter rapidement un certain nombre d'impacts et surtout de remontées des différents projets et de voir les thématiques un petit peu qui se détachent de ces différents projets. Alors, on voit déjà 3 types d'impacts. L'école est un lieu de vie inspirant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente bien dans l'école et que la question d'être ensemble, de vivre ensemble, d'être dans un endroit qui fait du bien, c'est essentiel. C'est un lieu également de socialisation. C'est un lieu d'une pédagogie active, c'est-à-dire que si on veut que l'espace vive, que les espaces soient modulables, il est essentiel que cette pédagogie où l'élève est moteur soit mis en place. Et comme je disais, la dimension de bien-être, de bonheur, elle est essentielle. Alors, ça passe en premier, et je ne veux pas le mettre en dernier, ça passe en premier pour moi, sur la question du bien-être à l'école. Le bien-être, c'est simplement respecter les besoins physiologiques essentiels, c'est-à-dire ne pas avoir trop chaud, ne pas avoir froid, être assis correctement, pouvoir se sentir comme à la maison quelque part. Voilà, être bien dans un endroit, c'est bien travailler dans cet endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte énormément à cette prise en compte, cette demande de prise en compte du bien-être. C'est pareil quand on reçoit un parent d'élève, qu'on le reçoive bien, c'est-à-dire pas derrière un bureau, mais dans un espace où il y a un canapé, une table basse. L'enseignant, quand il a fini sa classe, il a peut-être besoin de se relaxer dans une salle des enseignants qui donne envie de se relaxer. Voilà.
Le bien-être, c'est le bien-être des élèves, des enseignants, des parents, du chef d'établissement, de l'ensemble des personnels et de la communauté. Alors ça passe par un certain nombre d'items, hein, comme le confort sonore, entendre bien et être entendu, donc l'acoustique, l'insonorisation, peut-être des moyens supplétifs pour porter la voix de l'enseignant, on en voit de plus en plus, la qualité de l'air, quand on voit des moments de forte chaleur, l'aération, la ventilation, c'est très important, même en termes de santé. En termes de pollution, on voit que certains établissements sont vraiment des endroits très pollués. Hein. Le confort lumineux, il faut voir avec le contrôle de la luminosité si on est sur la lumière naturelle ou artificielle. Il y a de la lumière artificielle qui donne un confort lumineux comme la lumière naturelle. Tout ça, c'est très important. J'en parlais tout à l'heure, la couleur, c'est pas du tout accessoire. Malgré ce que certains peuvent croire, c'est essentiel. On voit l'impact de la couleur bleue sur la concentration, sur le rouge, sur le côté tonique. Voilà, il y a des études qui prouvent leur impact. Le contrôle de la luminosité, si on utilise des tableaux numériques interactifs et qu'on n'a pas de store ou qu'on est ébloui, voilà. La matière. Quand on est chez soi, on a envie d'avoir des meubles avec une matière qui fait plaisir. Mais pourquoi on n'aurait pas la même chose dans les établissements scolaires, dans les écoles? Il faut arrêter avec cette non prise en compte du bien-être. C'est essentiel, et c'est essentiel avec les élèves que nous avons maintenant, qui ont besoin de se sentir bien dans un endroit, comme les enseignants aussi, qui ont besoin de... Voilà, on passe plus de 9 heures parfois dans un établissement scolaire. On a besoin de se sentir bien dans cet établissement scolaire. Ça passe également par les postures d'apprentissage, et ça c'est essentiel. Je vous mets ici un document que vous retrouverez sur le site internet, où avec un designer, on a travaillé avec des classes de CP dédoublées, quand ce projet a été mis en place il y a 2 ou 3 ans. Et voilà, on a observé ensemble des postures et au regard de leurs atouts, leurs limites, hein, quelles sont les postures à privilégier, celles à éviter. C'est essentiel aussi parce que quand vous êtes assis à une seule chaise, parfois en bois ou en plastique assez dure, voilà, on a sûrement envie de travailler autrement maintenant. On peut travailler debout, on peut travailler assis, on peut travailler parfois allongé. Voilà, il ne faut pas avoir de tabou, essayer de voir un petit peu, au regard des productions et des compétences qui sont travaillées, comment on peut libérer un petit peu cette façon de s'asseoir et de travailler en termes de posture. Ça a un impact également sur les plans de travail. Quand on travaille assis, il y a un certain nombre de mobiliers qui permettent d'avoir des tablettes pour prendre des notes, par exemple. Voilà. Ça a également à voir avec les éléments d'affichage et d'écriture. Voilà. Donc, la posture, c'est également un élément essentiel à prendre en compte dans l'acte pédagogique. Je parle de posture d'élève, mais c'est également posture de l'enseignant. Ce qu'on voit également remonter, c'est la thématique de la polyfonctionnalité et la mutualisation des espaces. Comment l'école peut s'ouvrir sur la ville, sur d'autres publics, sur d'autres temps scolaires, extrascolaires. Comment certains espaces peuvent à la fois servir par exemple de réfectoire ou de salle polyvalente, de gymnase, de salle d'études. Enfin voilà, même la classe en elle-même. Est-ce qu'une classe doit avoir une seule configuration possible? Est-ce qu'on ne peut pas penser la classe comme des organisations de classe? Voilà. Et le but aussi, c'est de se dire qu'un établissement, c'est ouvert la journée, ça pourrait être ouvert le soir également à d'autres publics, ça pourrait être ouvert également sur les temps de congé des élèves et des enseignants. Voilà, on a aussi la question de la rentabilité de ces établissements qui coûtent très cher et qui, quand on parle à une collectivité, renvoie aussi à des utilisations et non plus à une seule utilisation. Ça passe aussi par un investissement de tous les espaces. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit ce qu'on appelle les espaces
interstitiels, c'est-à-dire les couloirs, quand ils sont assez larges et qu'ils répondent à des normes de sécurité, les halls d'entrée, par exemple, peuvent aussi être implémentés pour mettre en place des situations d'apprentissage. Là à gauche, vous avez par exemple le collège de Blénaud-les-Ponts-à-Mousson qui a investi le hall de son entrée pour mettre en place des situations différentes de travail. Vous avez tout le mouvement des classes flexibles qui vraiment est porté par un grand nombre d'enseignants. On voit que l'espace classe n'est plus limité par les murs de la classe. On peut faire classe dans un hall, on peut faire classe dans un couloir quand c'est possible, pour certains élèves, et aussi on peut faire classe à l'extérieur. La classe en plein air, c'est quelque chose, surtout en période de crise sanitaire, qui s'est énormément développé. Il y a beaucoup d'intérêt sur cette classe en plein air et sur des espaces qui sont beaucoup plus grands que les salles de classe et qui permettent justement de respecter des distanciations physiques qui sont parfois exigées par des protocoles sanitaires. Les salles disciplinaires également sont en pleine évolution. La salle de sciences, on s'interroge vraiment sur le sort des paillasses fixes. Pourquoi ne pas penser d'autres configurations avec des espaces modulaires et qui permettent de travailler différemment. Voilà, il y a une vraie réflexion sur ces salles de sciences. On en parlait tout à l'heure, le CDI 3C, c'est vraiment le laboratoire de toutes les expérimentations avec, vous le voyez ici, des assises complètement différentes, des modalités de travail différentes, des studios web médias qui viennent enrichir un petit peu l'écosystème CDI, parce que je ne dirais plus moi une salle de CDI, la salle CDI. Pour moi, le CDI, c'est un ensemble de salles, des salles annexes où on fait des choses différentes. Ça peut être couplé aussi à la salle des parents, puisqu'on peut faire venir également des parents pour venir aider un certain nombre de choses. Voilà. C'est vraiment ici le laboratoire, on va dire, bouillonnant d'expérimentation. Et puis j'en parlais, ce sera la dernière thématique ici, la cour de récréation, les espaces extérieurs. En France, à Paris notamment, à Marseille également, il y a une vraie réflexion sur la place du bitume dans la cour de récréation, dans les espaces extérieurs, la part de végétalisation, la question du genre aussi dans les cours de récréation avec des tracés qui amènent un certain nombre d'activités, par exemple des tracés pour le sport ou pour le football, par exemple, qui excluent des publics de ces zones de la cour. On peut exactement mener la réflexion qu'on a sur la salle de classe avec des typologies d'espace. On peut également la mener sur l'extérieur avec des zones calmes, des zones d'action, des zones de jeux collaboratifs, etc. Donc ça c'est vraiment important de mener ce travail-là. Et puis de mener aussi ce qu'on voit ici, c'est-à-dire pourquoi ne pas penser la classe, l'extérieur, comme un espace de classe également, quand on peut. Alors, dans l'espace classe extérieur, il y a la classe de plein air, c'est-à-dire reproduire à l'extérieur ce qu'on fait dans les classes. Et il y a enseigner dehors, où là, on va vraiment plutôt se nourrir de l'environnement extérieur pour mener des actions de classe. Ce sont deux pistes différentes. Voilà. Et puis, comme on est sur les pistes, ce sera mon dernier slide, il y a, alors, dans le cadre de l'Institut français, c'est déjà quelque part, vous êtes en avance là-dessus, mais en France, on a vraiment une réflexion à mener sur le rôle du chef d'établissement dans cette démarche de co-construction. Il est un vecteur essentiel entre la réflexion pédagogique et l'ambition de la collectivité du donneur d'ordre. Voilà. Et donc, ce rôle de chef d'établissement doit évoluer pour pouvoir être quelque part le gage d'une belle concertation entre les différents acteurs. Une autre perspective, c'est la virtualisation des espaces, c'est-à-dire l'espace de l'établissement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir à des espaces virtuels de l'établissement avec la réalité virtuelle quand on est dans un lycée professionnel, pourquoi pas? Ça se fait déjà. Et puis de voir aussi comment on peut s'immerger dans des espaces qui n'existent pas encore,
et qui pourraient venir nourrir le projet pédagogique. Enfin, l'accompagnement numérique à partir des questions des porteurs de projets, et puis la question de la formation également, et le kit d'idéation qu'on va bientôt vous proposer à la fin de l'année 2020. Voilà un petit peu les questionnements, les perspectives. J'imagine que vous en avez également. Donc maintenant, c'est moi qui suis tout oui et qui espère pouvoir venir nourrir ma propre réflexion à travers vos questionnements. Merci, merci Christophe pour cette deuxième partie de présentation. Avec déjà une première question de Christophe Chaillot. Bonjour Christophe. Auriez-vous des exemples d'espaces VR et quel type de contenu? Alors, on a déjà des espaces VR, mais surtout en lycée professionnel, c'est-à-dire quand il faut reproduire un geste technique. On a ces exemples-là. Par contre, nous, ce qu'on va essayer de travailler de notre côté, c'est de virtualiser un établissement type ou des salles rénovées, repensées, pour pouvoir permettre ce qu'on appelle en anglais des learning expeditions, c'est-à-dire sans se déplacer, aller visiter d'autres espaces et surtout des espaces enrichis. On va pouvoir déambuler dans ces espaces et venir rencontrer soit des témoignages des enseignants, soit venir comprendre un petit peu l'organisation des espaces. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'espace virtualisé au sens propre. Ça, c'est un travail qu'on va mener sur l'année prochaine. Moi, en attendant d'autres questions, je me permets de revenir sur la polyfonctionnalité parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour les établissements de l'éducation nationale. Ils sont occupés dans la journée. Comment on pourrait les utiliser aussi en soirée et donc avec des usages différents. Souvent dans le réseau, la plupart des cours vont avoir lieu en fin d'après-midi, en soirée, et la question c'est comment utiliser ces espaces dans la journée. Et donc on va les utiliser forcément sur d'autres usages. Et je pense que cette réflexion sur la polyfonctionnalité et comment on peut avoir des salles de classe qui peuvent se transformer facilement en d'autres lieux, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le hall aussi, c'est vrai que les halls des collèges, des lycées, c'est des endroits qui sont souvent un petit peu vides, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans le réseau, où on va avoir un hall qui va servir pour des expositions, mais quand il n'y a pas d'exposition, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on aménage ça? Donc je pense que ça, il y a quand même beaucoup de pistes qui sont à creuser pour ça. Et puis tu parlais également de l'accueil des parents. Forcément, dans une alliance, dans un institut, c'est l'accueil de tous les clients. En fait, tous les gens qui vont venir, c'est ça, des adhérents, des membres de l'alliance, mais c'est également des clients. Comment on peut les recevoir dans des bonnes conditions qui soient sur le même degré de qualité que l'enseignement qui est disposé, en fait, dispensé. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes et encore des parallèles qu'il y a entre Archiclass et notre réseau et des pistes à creuser. Alors aussi, je vais en profiter un petit peu pour parler de ce qui serait possible de faire. Donc, tu as parlé d'Archilab. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre à disposition du réseau, mais de mettre à disposition la boîte Archilab, c'est un élément, mais c'est pas le tout. Il y a tout ce qui est accompagnement. Comment on utilise cet outil, comment on anime les réunions autour de cet outil. Donc, il y a un vrai accompagnement sur la maîtrise d'usage. Donc on réfléchit à ce qu'il serait possible de faire pour le réseau, et la première étape pour ça, si vous êtes intéressé, si vous avez des projets pour des établissements, c'est pas forcément des projets de construction, de réaménagement total, ça peut être des choses à taille plus modeste, sur une réflexion autour de l'accueil des usagers, donc quand ils viennent s'inscrire, autour de la salle de classe, bien sûr, surtout en sortir de crise sanitaire, il y a cette réflexion qui est déjà entamée, peut-être tu pourras en dire quelques mots, parce que j'ai vu que tu avais participé à des réunions sur la salle de classe avec la distanciation sociale.
pense que c'est quelque chose qui nous touche aussi dans le réseau. Ça peut être, alors autour des médiathèques, oui bien sûr, il y a déjà un programme médiathèque qui est conduit par Frédéric Jagut, donc ce serait quelque chose en complément à ce programme-là. On n'est pas du tout dans le remplacement, on est vraiment dans le complément et on travaillera avec Frédéric Jagut là-dessus. Donc si vous avez des idées là-dessus, des projets de réaménagement, contactez-moi, vous m'en faites part et avec ces besoins qui ressortiront, on va voir comment on peut vous accompagner. Donc, on va établir un dialogue, un échange avec vous pour voir comment ce sera possible de vous accompagner dans ces projets-là en utilisant la démarche Archiclass, en travaillant ensemble sur une adaptation pour les besoins de notre réseau et les spécificités de notre réseau. Donc, je vous mettrai mon adresse email. Vous devriez l'avoir également dans le mail qui terminera ce webinaire. Voilà. Peut-être, donc, Christophe, si tu peux parler un petit peu des réflexions que vous avez menées sur la classe avec la distanciation sociale. Oui, tout à fait. Alors, deux choses. Tout d'abord, on a, pendant le confinement, on a réfléchi aussi aux bonnes postures des élèves et des enseignants dans le cadre du travail à la maison. C'est-à-dire que c'est aussi un espace d'apprentissage, hein, la maison. Ça l'est devenu pendant le confinement. Et donc, on s'est dit que chaque élève n'a pas forcément une chambre avec un bureau et que parfois il doit travailler dans la cuisine, sur un bout de table, dans le salon, dans le canapé, sur le canapé. Et donc on a conçu une infographie qui justement donne à voir les bonnes pratiques quelque part, les bons gestes, les bonnes postures à la maison et celles qui sont à éviter. Donc ça vous le retrouverez également dans la rubrique recherche du site. Et en parallèle de ça, on a collaboré à une recherche-action et on est en train de collaborer à une recherche-action avec l'association Faire École Ensemble et des designers, des collectifs d'enseignants, des parents aussi. Et ensemble, on réfléchit à concevoir un archilab de crise, c'est-à-dire un archilab low-tech qui n'aura pas du tout... l'ambition, c'est de ne pas remplacer Archilab en donnant une version de papier, mais c'est de voir comment, avec peu de frais, avec des documents designés, mais imprimables, on peut repenser sa classe au regard des protocoles sanitaires. C'est-à-dire, là, actuellement, le protocole a été allégé depuis le mois de juin. Et donc là, par exemple, en France, on doit respecter 1 mètre latéral entre chaque élève à partir de l'école élémentaire jusqu'au lycée. Voilà. Donc, ce qu'on crée, c'est que on a une grille, on a des gabarits qui font qu'on peut réfléchir à l'organisation de la classe au travers justement des différentes directives du protocole. Voilà. Mais on va dire que c'est un objet complémentaire d'Archilab, puisqu'on est vraiment là sur un outil qui permet de réfléchir à la distanciation, de repenser la classe au regard de la distanciation. Merci pour ça. C'est effectivement la réflexion, je l'ai vue en allant sur le site Archiclass et j'ai vu qu'il y avait des comptes rendus qui étaient partagés de ces ateliers-là. C'était vraiment intéressant et c'est vrai que pour nos établissements qui sont en phase de réouverture, pour certains qui ont déjà rouvert, mais pour d'autres qui préparent la réouverture, c'est intéressant de pouvoir se confronter à ces réflexions et qui sont partagées. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va le mettre à disposition et surtout, en septembre, le permettre à des établissements de le tester, voir un petit peu comment, au mois d'août ou au mois de septembre, comment ils peuvent s'en emparer pour essayer de répondre justement aux directives du protocole sanitaire. Ce qui va se passer également, c'est que le ministère de l'Éducation va sortir très prochainement, la semaine prochaine sûrement, un guide, une brochure qui va proposer des aménagements possibles des classes, des halls, des espaces extérieurs, des tiers-lieux,
au regard justement des règles du protocole sanitaire. Voilà, donc ça c'est autre chose encore, mais c'est un document qu'on a formalisé avec nos partenaires, avec l'AGEN par exemple, l'association des écoles maternelles, avec l'association Tiers-Lieu Édu, avec les fabricants de mobilier. Voilà, on s'est tous mis autour de la table et on a réfléchi avec des enseignants sur des aménagements possibles. Donc ça, c'est aussi un document que vous retrouverez sur Archiclass très certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Une réaction là de l'Argentine où ils sont sur justement un projet où ils repensent l'alliance comme tiers-lieu avec des espaces connectés. Donc, ils te remercient de toutes les pistes que tu as pu proposer. Et voilà, Nathalie, tout à fait à disposition pour échanger là-dessus. Ça nous intéresse. Encore une fois, si vous avez des projets d'aménagement, des projets ambitieux, des projets plus modestes, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, allez sur le site Archiclass parce qu'il y a vraiment une mine de ressources. Il y a eu un commentaire de Fabien un petit peu plus tôt qui dit que voilà, le site internet Archiclass est incroyablement clair et didactique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, que les fiches, elles sont extrêmement bien faites, ça formule l'idée. C'est une excellente base pour repenser les espaces. Encore une fois, c'est un travail collectif et je pense que justement c'est l'intelligence collective qui fait que même dans les projets de réaménagement, il faut travailler ensemble. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Merci à Claire Dupuis et puis à l'ensemble de l'équipe du pôle formation de l'Institut français de nous avoir offert cet espace. Et puis on espère que ça va faire beaucoup de petits, qu'on pourra avoir un Archiclass Alliance Institut français prochainement. Merci vraiment à toi Christophe d'avoir assuré une présentation aussi claire. Merci. À bientôt. Merci Jérôme. Au revoir.